Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai une nouvelle maman qui va venir dans quelques instants et cette maman est une maman en très grande détresse. Alors j'invite cette maman qui s'appelle Magali. Est-ce que Magali, elle est là? Je suis là. Bonjour Bonjour. Magali. Bon Magali, tu vas avoir le droit de raconter ta misère, ta détresse, comment tu vis ça. La seule chose que je te demande pour l'instant, c'est de dire dans quelle région tu es, ou quel département, ou quelle ville, d'accord? Et D'accord. de, et comme on l'a dit tout à l'heure, tu gardes le prénom de tes enfants, mais tu donnes simplement leur âge, qu'on ait une hiérarchie dans l'âge, d'accord? Vas-y, Ok. je te laisse parler. Alors, je m'appelle Magali. Je suis une maman désenfantée depuis 12 ans et demi. Ma première fille a 12 ans et demi. Ensuite, j'ai une autre fille qui a 11 ans et demi. Mon premier garçon qui a 3 ans et mon deuxième garçon qui est encore un tout petit bébé qui a 10 mois et demi. D'accord. Donc ça, c'est déjà le symbole d'une grande galère, hein, qui dure depuis des années. Alors, Oui. moi, ce que je vais te demander maintenant, c'est d'expliquer qu'est-ce qui est arrivé, comment c'est arrivé, et moi, j'amènerai simplement des fois des commentaires avec une manière d'accuser le système. D'accord? C'est moi qui accuse le système parce que je sais les déviances et la turpitude que le système il a. Alors pour l'instant, je te laisse raconter, on va dire, le timing, comment c'est arrivé dans le temps, comment c'est arrivé. Vas-y, raconte un peu ton histoire comme tu la sens. Vas-y. D'accord. Déjà, je tiens à préciser que j'ai pas préparé du tout de texte ou de discours. Je vais parler directement et naturellement avec mon cœur. Ça va sortir comme ça vient, en fait. Je C'est bien. suis dans un petit village dans la région des Bouches-du-Rhône. En fait, ça a commencé donc il y a 12 ans et demi avec ma première fille. J'étais donc dans une situation de précarité. J'étais SDF pendant ma grossesse. J'étais Ouais. SDF déjà avant ma grossesse, mais donc forcément, j'ai passé ma grossesse en étant SDF. Et avec son père, on a demandé donc de l'aide, on a tapé un peu à toutes les portes qu'on pouvait trouver au hasard, sans même vraiment savoir où est-ce qu'on tapait, où est-ce qu'on demandait de l'aide. Mmh. On connaissait pas à cette époque toutes ces choses de services sociaux. On savait pas que derrière, on pourrait avoir des ennuis. On pensait vraiment avoir de l'aide. Donc, on tapait aux portes, on expliquait notre situation, notre détresse de trouver un logement avant que j'accouche. Et ils nous ont suivis. Il y a des organismes ensuite qui nous ont suivis suite à nos demandes. On les a vus quelques fois. Je me souviens parce que ça date, mais les souvenirs que j'ai qui m'ont marqué, c'est qu'elles étaient venues une fois dans l'hôtel où on logeait. C'était à Marseille. À l'époque, on habitait à Marseille. Oui. Et elles sont venues donc une fois nous rendre visite, soi-disant pour nous soutenir. Ça, c'est ce Oui. qu'ils disent. Une fois aussi, elles nous ont accompagnés pour un examen médical pendant ma grossesse. Et par contre, nous apportaient pas d'aide sur le logement. Ça, on Ouais. comprenait pas. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Je ferai un petit commentaire tout de suite après. D'accord? Là, c'est l'enlèvement de ta première fille à la naissance, tout de suite après la naissance. Comment ça s'est passé? En fait, c'est quand j'ai accouché, ils voulaient nous l'enlever de suite. Dans la maternité, carrément. Oui, oui, 3 jours après que j'ai accouché, on nous a Alors, convoqués. je ne sais pas si tu es au courant, mais dans certains témoignages, il y a certaines mamans qui ont déjà expliqué que on avait même carrément enlevé des fois des enfants avec la police ou la gendarmerie, plus les services sociaux, alors que la maman, elle était en train d'allaiter à la maternité. Faut le Oui, savoir. oui. Hein, ça existe, hein, ça existe. Hein. J'ai eu contact avec certaines mamans qui ont vécu ça. Elles venaient à peine d'accoucher. Voilà. Leur bébé venait à peine de sortir de leur ventre qu'on leur enlevait aussitôt. Voilà. Il y a donc des mamans qui ont même publié, ou des papas qui avaient filmé, qui ont filmé les scènes qui sont même en ligne sur Internet. Hein. C'est gravissime. Alors, là, je vais te faire un commentaire qui est très bête. On
on enlève ton enfant, d'accord? Mais le paradoxe dans cette affaire-là, c'est qu'au lieu de te soutenir, toi et le papa, pour l'aide à un loyer, d'accord? Une aide à un loyer qui serait, on va dire, inférieure à 1 000 € par mois, d'accord? Eux, ils préfèrent enlever ton enfant parce que derrière, le budget qui circule, c'est pas du tout le même. Tu es au courant que derrière, quand on enlève un enfant, il y a un business financier qui s'installe. Tu es au courant de ça ou pas? J'ai appris ça il y a peu de temps, oui, à force d'être sur les réseaux. Voilà, donc c'est pas compliqué. La connerie des services sociaux que tu vas voir, au lieu de te donner une aide à un loyer pour soutenir le couple à habiter dans une maison ou dans un appartement, d'accord? Avec, je te dis, un loyer qui sera inférieur à 1 000 €, eux, ils préfèrent mettre en place un enlèvement d'enfants qui va coûter au département 8 000 € minimum par mois. D'accord? Voilà la connerie qu'on a en France. Au lieu d'aider un papa et une maman, ils préfèrent enlever un enfant et faire tourner un business qui fait circuler 8 000 € par mois. Voilà. Donc ça, C'est ça. c'est déjà la première. Mais C'est ce que j'ai compris à mes dépens au fur et à mesure des années. voilà. Donc ils t'ont fait la même chose pour l'autre fille. Comment ça s'est passé la suite alors? Dis-moi. Ben, en fait, je reviens sur ce que vous venez de dire. C'est que le pire, c'est qu'en fait, niveau loyer, étant donné que je payais le loyer chaque mois pour qu'on loge dans un hôtel, donc niveau paiement de loyer, ça, financièrement, on avait ce qu'il fallait. C'était le logement qu'on n'avait pas. D'accord. Donc, on demandait simplement de l'aide pour trouver un logement. Après, Oui. bon, comme ils nous ont pas apporté cette aide, en fait, ils étaient juste là. C'est après les années que j'ai compris qu'ils étaient juste là, en fait, pour observer. Ils faisaient croire qu'ils étaient là soutenants, mais c'était pour observer et pour faire des rapports, donc, derrière notre dos pendant ma grossesse. Oui. Mais ne voyant qu'ils nous aidaient pas, donc, on a fini par continuer nos démarches et à force, on a trouvé donc un logement. On a signé le bail d'un studio un mois avant que j'accouche. C'est à la maternité qu'on s'est pris en pleine face, 3 jours après l'accouchement. On s'est pris en pleine face qu'une juge avait décidé de nous enlever notre enfant et de la placer. Alors là, c'est important que tu comprennes, que les gens comprennent dans ces témoignages qu'à chaque fois, c'est la même chose. Ils t'ont enlevé ton enfant par le biais d'un juge. Mais le juge, il s'est appuyé sur quoi pour pouvoir enlever ton enfant? Parce qu'on était SDF. Oui, mais qui l'a déclaré? Sur quoi ils se sont appuyés sur des rapports. D'accord? Oui, oui, c'est ça. Ils ont fait des rapports dans notre dos pendant ma grossesse. Voilà. Et je suppose que ces rapports, tu n'en as aucune copie. Tu ne sais pas ce qu'ils ont écrit dedans. Voilà. Je sais rien. Alors, je t'explique. C'est simplement. Enfin, je sais juste ce qu'ils m'ont dit à l'audience. Mais pour que tu comprennes bien, Magali, ils ne communiquent pas les rapports simplement parce que les rapports pourraient être la preuve qu'il y a une escroquerie à jugement. Une escroquerie à la décision. D'accord? C'est moi qui le dis, c'est pas toi. C'est moi qui le dis. D'accord? Ils ne communiquent pas les rapports parce que comme les rapports sont mensongers, ils partent d'un instant ou une petite vérité qui transforme en gros mensonge. Que tu sois dans la difficulté, que le couple soit dans la difficulté, ça peut arriver. Mais tu m'expliques pourquoi les services sociaux ne sont pas capables de vous soutenir une aide pour avoir justement un bon logement. Franchement. Hein, d'accord? Une aide que je répète, qui coûterait beaucoup moins cher que ce qu'ils dépensent par mois pour l'enfant. Alors, pour preuve de ce que je te dirais, comme ça fait des années que ça dure ton affaire, et que on va parler des autres enfants, parce que je suppose que le schéma qui va se présenter pour les autres enfants, c'est à peu près le même. T'as vécu comment s'est passée la suite? Non. Le pire dans mon histoire, c'est qu'elle est très, très longue et très complexe. C'est que à chaque fois qu'on m'a enlevé mes enfants, en fait, j'étais pas SDF pour mes autres enfants, quoi. Mais je voulais juste finir sur ma première. Oui, vas-y. Pour que toutes les personnes qui vont voir donc mon témoignage comprennent bien que c'est pas à la maternité qu'on me l'a enlevé.
On a été donc ma première fille, donc mon bébé, a été moi avec mon bébé, j'ai été placée, forcée de rester à la maternité, bloquée pendant 2 semaines, jusqu'à que la juge donc nous mette une date d'audience. Ensuite, avec le père, on a été forcé de laisser notre bébé aux auxiliaires de la maternité. On est allé donc devant la juge le jour du rendez-vous où on devait être à l'audience. Et à cette audience, donc, déjà, le pire, c'est que la juge n'était même pas au courant qu'on avait un logement. Et donc, on lui a annoncé que non, c'était faux ce qui avait été dit. On n'est plus SDF. On vient d'avoir un logement. Ça fait 1 mois qu'on a signé le bail. On reconnaissait que c'était certes un petit logement parce que c'était seulement un studio, mais pour redémarrer dans la vie et que notre enfant vienne au monde dans des meilleures conditions plutôt que de rester dans les rues à être SDF et logé dans des hôtels poisseux, quoi. Hein. Je dis clairement les choses comme elles étaient. C'était des hôtels insalubres. C'était toujours mieux que ce qu'on était avant, quoi, un studio. Et, alors, et là, la juge, là, ouais. elle accepte, parce qu'on a tout fait pour plaider notre cause, enfin pour défendre notre cause avec le père de ma fille. Elle accepte qu'on puisse sortir de la maternité et rentrer chez nous. Mais par contre, elle nous a mis des trucs vicieux derrière, ce qu'on ne savait pas et qu'on ne connaissait pas à l'époque. Donc nous, on croyait que c'était de l'aide qu'elle nous apportait, on croyait. Et elle nous dit, voilà, vous allez avoir un suivi, c'est pour vous soutenir, le joli blabla, quoi, que nous, forcément, on était jeunes, on avait 22 ans à cette époque, on a cru, on était joyeux de pouvoir rentrer chez nous avec notre bébé et on croyait vraiment avoir de l'aide de ces personnes, même si intérieurement, on avait un instinct qui nous faisait sentir qu'on devait être méfiant. Mais même en étant méfiant, on a accepté puisque c'était la condition pour nous laisser rentrer chez nous avec notre bébé. Donc, elle nous a mis AMO, TISF, une personne de PMI, des sages-femmes qui devaient venir aussi à domicile. On a eu la totale, quoi. Aujourd'hui, je sais que c'est la totale. À l'époque, je ne comprenais pas. Alors, tu vois, l'imbécilité, la connerie, l'aberration, la stupidité, c'est qu'ils te mettent en place des services au lieu de vous allouer une petite aide qui vous aide au loyer. Tu vois, le business qu'ils mettent en place, tu viens de dire 3 activités différentes. D'accord? Pour un bébé. Oui. Au lieu de laisser le bébé à la maman et au papa, on enlève le bébé et on fait travailler plein de gens derrière. Si ça, c'est pas une démonstration de business. D'accord? Tu vois? C'est ce qu'ils nous ont fait. Et pire encore, je vais donc finir sur mon premier enfant. Ouais. Enfin, mon premier bébé. Parce que pour moi, dans mon cœur, ça reste un bébé, puisque c'est un bébé qu'on m'a arraché. Même si au jour d'aujourd'hui, elle a 12 ans et demi, dans mon cœur de maman, ça reste un bébé. C'est un bébé qu'on m'a arraché. Et donc, on est resté 2 semaines à la maternité, moi et mon bébé, le père qui venait chaque jour. On est resté ensuite 2 semaines dans notre logement. Et il y a eu beaucoup de disputes entre moi et le père. Et je ne voulais pas rester dans cette atmosphère de dispute avec lui. Et pour moi et pour surtout le bien-être de mon bébé aussi. Et comme on était suivi par ce lieu, le jour où il y a eu une dispute de trop entre le père et moi, sachant qu'avant, j'avais essayé de discuter avec lui, de lui dire qu'il fallait qu'il parte du logement le temps que nos conflits se calment et qu'il me laisse me reposer, me retrouver avec bébé, parce qu'on se disputait trop, donc c'était plus vivable. Mais forcément, lui, je comprends de son point de vue, il ne voulait pas partir parce qu'il ne voulait pas se retrouver à nouveau SDF. Ouais, mais de mon point de vue de maman, c'est un homme, donc c'est à lui de prendre ses responsabilités à un moment et de s'éloigner si ça ne va pas, quitte à se retrouver à nouveau dans la rue. Mais ce n'est pas moi qui suis la maman qui vient d'accoucher. Je venais d'avoir une césarienne. Et c'est pas moi la maman donc qui devait partir du logement, me retrouver à la rue avec bébé. Donc je lui ai fait cette demande qu'il a refusée. Après, je comprends qu'il ait refusé. Forcément, il voulait pas se retrouver à nouveau SDF. Ouais, c'était compliqué en fait. C'était compliqué. Et donc il refusait. Et moi, je ne voulais pas rester dans ces conflits, dans cette atmosphère qui était pas bon pour mon bébé, enfin pour notre bébé.
Même si lui ne voulait pas entendre raison, ben, je suis allée, ce jour-là, on avait rendez-vous justement avec ces personnes de la PMI. Donc, je suis allée au bureau plus tôt que l'heure prévue parce que je voulais pas attendre l'heure, je voulais pas rester dans le logement et me disputer avec le père. Et j'y suis allée un peu en catastrophe, quoi. Hein, on va dire la vérité, j'étais affolée, stressée, énervée, j'en avais marre. Et je leur ai rien dit en fait. J'ai pas eu besoin de dire quelque chose. Ils ont vu direct comment je suis arrivée. Ils m'ont pris, ils m'ont emmené directement dans un de leurs bureaux. Le père est arrivé pas loin derrière puisque forcément il me suivait sur le trajet. Il a été arrêté par les personnes qui étaient là-bas. Ensuite, un agent de sécurité qui est arrivé aussi. Et je vous dis ce que je me rappelle parce que c'est très vague. Hein. J'avais 22 ans à l'époque. Il y a 12 ans et demi de ça, j'ai vécu beaucoup d'autres choses très traumatisantes entre-temps Ouais. tout au long de ma vie. Donc, c'est encore flou. Mes souvenirs, ça reste flou. Mais dans ce bureau, donc, quand je parle avec elle, je l'entendais lui rouspéter dans les couloirs. Et je leur dis, voilà, ça ne va pas avec le père, on fait que se disputer. Et je veux pas rester dans cette atmosphère qui n'est pas bon pour mon bébé. Donc moi, j'ai l'instinct de maman. Je pense qu'ils vont réaliser que je suis dans un instinct de protection et que je suis une maman responsable, quoi. Je leur dis, ça ne va pas avec le père, je veux m'en éloigner, il veut pas partir du logement, donc aidez-moi. Je veux être dans un lieu d'accueil mère-enfant pour me retrouver avec mon bébé le temps que nos conflits avec le père se calment. Je leur ai dit simplement ça. Par la suite, ils sont allés dire que le père était violent, et avec moi, et avec notre enfant. Alors que c'est faux. Ouais, Il ne c'est m'a ça. pas levé la main dessus, il n'a pas frappé non plus notre bébé. J'ai Voilà, bon, simplement dit qu'on se disputait trop. voilà, Et ils bon, sont donc, allés inventer des mensonges. Et pire encore, ils sont allés me pousser à dire qu'il était violent avec moi et mon bébé. Et moi, j'étais tellement sous pression, tellement épuisée que je crois avoir fini par acquiescer. J'ai pas dit quelque chose, mais j'ai dit oui. Je faisais signe de oui avec la tête, mais en pleurant, j'étais en larmes. Je savais plus où j'en étais. Ils m'ont poussé à bout. ouais, c'est ça. Alors là, tu es en train de nous exposer ce qu'on appelle une manipulation pour atteindre leur objectif. D'accord? Leur objectif, c'était de placer l'enfant. Et pour pouvoir placer l'enfant, ils construisent les raisons de pouvoir enlever l'enfant. Et ces Ça, raisons, je l'ai compris, mais non. les raisons, c'est 9 fois sur 10, c'est des mensonges. Alors, c'est des mensonges qui sont des fois très pervers parce que ils partent d'un événement qui est vrai, d'accord, et ils l'amplifient en le Ils ont manipulant. aggravé, ils ont Ah ben, aggravé bien la sûr, réalité. voilà, c'est exactement ce qu'ils font. Voilà. Et après, ben, ils te font ce qu'on appelle un rapport mensonger qui donne au juge. Voilà. Le juge, lui, il n'écoute pas les parents, il n'écoute personne, il écoute que les services sociaux. D'accord? Et, Oui. et il t'enlève ta fille. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ils Mais t'ont en enlevé fait, quoi? ils me l'ont pas enlevé à ce moment-là. Ils m'ont donc mis en foyer mère-enfant comme je le demandais. Oui. Ah, quand même? Donc, moi, je pensais être sortie d'affaires, que j'allais être aidée. C'est l'AMO qui nous suivait donc depuis notre retour de maternité qui m'a conduit en voiture. Le père, forcément fou de rage, il comprenait pas pourquoi on m'emmenait moi et notre bébé loin de lui. Donc, il est sorti très énervé. Il me suivait jusqu'à la voiture de l'AMO. C'est l'agent de sécurité qui l'a retenu. Et moi, voulant me protéger des disputes que j'avais avec lui, donc j'étais rassurée que l'agent de sécurité le retenait et que l'AMO m'emmenait moi et notre bébé. Et après de là, donc j'ai été dans le foyer mère-enfant, toujours à Marseille. Et je suis restée là-bas 2 semaines. Donc, je voyais les autres mamans, elles, c'est quelque chose que je n'ai pas compris, que je ne comprendrai jamais, même si je l'ai compris. Inconsciemment, je refuse de comprendre ça parce que c'est pas compréhensible. Les autres mères partaient avec des tickets d'hôtel pour continuer à être logées avec leurs enfants. On leur enlevait pas leurs enfants. Elles pouvaient être dans un hôtel, on leur payait l'hôtel le temps que leur situation se rétablisse. Et je le sais parce que j'ai parlé avec plusieurs mamans là-bas qui m'ont dit, ben moi, je vais avoir des tickets d'hôtel,
Je vais faire ci, faire ça. Il y a une assistante sociale qui va me suivre et m'aider. Bon, ben moi, comme le père est violent, ben on m'a donné des tickets d'hôtel pour m'éloigner de lui. Je vais aller dans une autre ville. Toutes me disaient ticket d'hôtel, ticket d'hôtel. Et moi, je D'accord. me prends dans la face 3 jours avant la fin des 2 semaines donc, qui étaient accordées m'héberger dans ce lieu mère-enfant. 3 jours avant la fin, je me prends dans la face que la juge a décidé de quand même m'enlever mon bébé. D'accord. Euh, Là, vous imaginez bien, je tombe encore de haut. Je suis en souffrance atroce, horrible. Encore, je ne comprends pas, alors que je me démène et je me bats depuis ma grossesse pour tout faire pour mon bébé. Et toujours, je suis accablée, toujours tout me tombe sur la tête. Et je leur dis, mais pourquoi les autres mères ont des tickets d'hôtel et pourquoi moi, on m'enlève mon bébé? Ah ben c'est comme ça, madame, vous êtes dans la précarité, la juge a décidé, et patati, patala. Mais vous savez, vous inquiétez pas, hein, si vous trouvez un lieu mère-enfant dans lequel vous pouvez rester plus longtemps, donc un lieu d'accueil mère-enfant comme celui dans lequel j'étais, mais qui soit pour quelque chose de plus permanent, plus long, parce que là, c'était juste en urgence, ils accueillaient que pendant 2 semaines, eh ben, on vous rendra votre bébé. Mais je vais peut-être dire des gros mots parce que c'est ma nature. Je parle naturellement. Moi, je sais pas comment D'accord. dire. Je Non, mais mâche pas mes mots. On va dire, je mâche pas mes mots. Donc, je me dis dans ma tête, mais ils se foutent de ma gueule. Je suis justement en train de demander ça depuis le début que je suis rentrée dans la PMI, leur dire, mettez-moi dans un lieu de mère-enfant. Ils se ouais, foutent de ma gueule. C'est justement ce que je leur demande. mais C'est voilà. ce que Donc, je leur demande de faire pour être stabilisée avec mon bébé et arranger mes conflits avec le père, mais à distance. tu es en Et là, en train, fait, ils me mettent en pleine face que c'est à moi de faire les choses. Mais à un moment, si vous dites vous-même que je suis en détresse, c'est que j'ai besoin d'aide. Vous voyez ce voilà. que je veux dire? Non, mais bien sûr, ils ont, alors, ils ont la mécanique, une mécanique très simple, d'accord? Toi, tu es victime, mais tu deviens coupable. Tu Oui, vois? C'est aussi c'est ça. simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est très souvent qu'ils font ça. Dans plein de procédures, hein. C'est souvent la victime qui devient coupable. C'est une Oui. manière de dissimuler, c'est une manière de cautionner leurs mensonges, d'accord? De valider leurs mensonges. Voilà. C'est ça. Comme ça, ils se déresponsabilisent. C'est une horreur. Mais c'est ça en permanence. Et moi, je les accuse. Hein. Moi, quand je les accuse, je fais pas semblant. Parce que je le constate, ça fait des années que je fais ce genre d'analyse. Et quand je dis des choses, c'est qu'il y a des choses qui sont réelles, parce qu'il y a des faits. Ce qui est embêtant, c'est que vous avez jamais les rapports qui consignent pourquoi on enlève l'enfant. Voilà. Non, Alors, j'ai pas eu. voilà. Donc maintenant, tu vas passer Et à. en fait, attendez, vous n'avez pas entendu le pire, le final. Le final, donc, c'est qu'on me l'apprend quand même. Moi, je me démène, comme on me dit, de trouver un lieu mère-enfant qui m'accueille pour sur du long terme. Donc, en moins d'un mois, je l'ai trouvé. On m'a dit, si vous trouvez dans le mois, on vous la rend. Je l'ai fait en 3 semaines. Malgré ma détresse, malgré ma souffrance, malgré mon isolement, malgré mes conflits avec le père, malgré que je n'ai pas de famille, je l'ai fait en 3 semaines. J'ai trouvé un lieu qui acceptait de m'accueillir. J'ai forcément prévenu le père quand on voulait me la prendre. Donc, il était venu avec moi. Il m'a accompagné, soutenu. On était ensemble quand ils nous ont forcé donc à aller à leur bureau à telle heure, pour rentrer dans leur voiture à telle heure, pour aller au foyer à telle heure et pour à telle heure avoir le cœur et les tripes déchirés pour laisser notre bébé là-bas. Donc, il était avec moi. Il a été avec moi aussi dans la recherche d'un foyer mère-enfant parce que lui, tout ce qu'il voulait, au fond, il restait dans son rôle de père aussi malgré nos conflits. Euh, D'ailleurs, il a toujours été, tant qu'il a pu, été présent aussi. Donc, tout ce qu'il voulait, c'était qu'on nous rende notre bébé, quitte à ce qu'elle soit qu'avec moi et qu'il ne puisse pas habiter avec moi. Il voulait qu'on nous la rende parce qu'il savait que même si elle était avec moi, je ne l'aurais pas empêché de la voir. Donc, on serait resté en contact et il serait venu la voir. Bien sûr, bien sûr. Donc, il m'accompagne et j'ai eu donc ensuite, il était avec moi pendant l'entretien. J'ai eu le papier de la chef de service du lieu d'accueil mère-enfant où elle précisait bien dedans que leur structure acceptait de m'accueillir à partir de telle date
elle expliquait les détails, quoi. À partir de telle date, à telle heure, je peux être reçue, et etc. On est de nouveau convoqué devant la juge. On y va ensemble, moi et le père. On lui met ce papier dans la face. Et tenez-vous bien, le pire arrive, c'est qu'elle refuse. Elle refuse, je vais vous donner pourquoi, les raisons qu'elle m'a données. Parce que ce lieu n'était pas surveillé, il n'y avait pas d'éducateur présent la nuit et le soir, non, et les week-ends. Désolée, j'ai un appel qui arrive en même temps. Tu veux décrocher? Non, 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 je l'ai enlevé parce que là, je suis dans Bon, mon ça veut témoignage, dire- c'est plus important que l'appel. D'accord. Donc, Là, en fait, elle refuse parce que il y a pas d'éducateur présent la nuit et les week-ends. Juste voilà. sous prétexte de ça et sous prétexte, soi-disant, c'est il n'y a pas longtemps en plus que quelqu'un m'a fait rendre compte qu'en vrai, c'était des prétextes complètement faux et farfelus, sous prétexte aussi qu'elle me pensait mineure. Donc, elle voulait que je sois dans un lieu d'accueil pour les mineurs de 16 ans. Or, j'avais 22 ans, parce que moi, à l'époque, je croyais que bon, c'était vrai que physiquement, je faisais pas mon âge. Donc, j'avais cru ce qu'elle disait. J'étais, ben, on va dire, en vrai, je pense qu'on appelle ça être naïf. J'étais jeune, donc j'étais naïve et je croyais que c'était vrai ce qu'elle disait. Mais on m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps que ce n'est pas possible puisqu'elle a tous les éléments et les dates de naissance des parents dans ses Ben, dossiers. bien sûr. Donc, C'est c'est un pour ça. prétexte faux qu'elle m'a donné. C'est fallacieux. Ils font des constats, ils font des décisions qui sont construites sur le mensonge. C'est clair ce que je dis. Ce sont des menteurs professionnels. Oui, je Mais, confirme. mais ils sont menteurs simplement parce qu'ils ont un objectif de placer des enfants. C'est pas compliqué. C'est la résultante. Ouais, de Ils faire ça imposent. ou pire encore. Pire encore. Hein. De faire ça ou pire encore. Donc, je vais vous annoncer. Donc, bref, ça, elle refuse donc le lieu mère-enfant. Forcément, moi et le père, on est effondrés, on comprend pas parce qu'on a tout fait, que ce soit moi seul de mon côté, lui seul de son côté ou ensemble. On a tout fait pour montrer qu'on était des bons parents et qu'on voulait s'en sortir de notre galère. Et on nous refuse encore. Alors qu'on avait l'espoir, on était tout contents, tout heureux. On avait réussi à trouver un lieu qui pourrait m'accueillir. On pensait garder notre bébé. On Bien pensait sûr. être sauvés, sortis d'affaires. Elle nous refuse. Donc, on est anéantis, anéantis. On crie, on pleure, on se dispute encore plus à cause de tout ça. On se met la faute l'un sur l'autre. Ça nous a rendus fous. Ça nous a détruit notre relation. Alors qu'on était très soudés, très liés. Imaginez-vous un couple qui s'est créé dans la rue en étant SDF. Donc déjà, un couple qui se lie fortement dans un quotidien ordinaire, c'est fort. Mais quand c'est dans la rue, c'est encore Oui, plus fort. bien sûr. Donc Donc, là, ils ont même réussi à détruire ça. Et au final, les années, les mois, tout est passé. On a tout fait pour continuer à être présent pour notre bébé. Ils nous l'ont foutu en pouponnière. Du foyer, ils ont passé en pouponnière sous prétexte qu'on était en train de faire des critiques du foyer parce qu'ils nettoyaient pas les sucettes et on retrouvait les sucettes pleines de poussière collée dessus. Euh, Désolé, mais en tant que parent, on aurait fait mieux. On ne peut pas laisser faire ça ouais, sans rien dire. bien Donc, sûr. sous prétexte qu'on fait des critiques, on nous l'a mis ensuite en pouponnière. Un truc horrible là-bas aussi, ils ont refusé tout ce qu'on voulait emmener comme matériel pour notre bébé, prétextant que c'était limite comme s'ils nous avaient dit c'est de la merde, gardez vos trucs. Après ça, elle a été en famille d'accueil. On a été tout le long de ça ben, déchirés, détruits. On se disputait, on essayait de se réconcilier. Après, il y a des nouveaux éléments qui mettaient contre nous, donc ça faisait encore des conflits entre nous et des doutes entre nous. On n'y arrivait plus, on ne savait plus quoi faire ni comment faire, on était seuls au monde. Lui, sa famille, elle était loin. Moi, j'avais pas de famille, il n'y avait que nous deux. Il n'y avait que lui et moi pour notre enfant. Oui, Et d'année en année en année, moi, j'ai fini par lâcher. Quand je suis tombée lâchée entre guillemets, qu'on voit bien mes guillemets, attendez, entre guillemets, je tiens à le préciser entre guillemets, parce que c'est à cause des services sociaux que j'ai lâché un moment. Quand je suis tombée enceinte donc de ma deuxième fille, euh, c'était trop de souffrance. Les visites médiatisées, tout ça, ces critiques qu'ils nous faisaient, tout, c'était trop de souffrance. J'arrivais plus à surmonter. Déjà avant même de tomber enceinte de ma deuxième,
Je n'arrivais plus à supporter. C'était un truc invivable, inimaginable pour moi. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je croyais que j'étais en enfer en étant sur Terre. J'avais l'impression de mourir en étant vivante. Encore aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Je comprenais pas. Je ne comprends toujours pas. Au jour d'aujourd'hui, j'ai compris, mais je comprends pas. Parce que je souffre trop, parce que ce n'est pas normal. D'accord. Et, Mais et donc, j'ai fini par leur dire, quelques mois après la naissance de ma deuxième fille, donc je continue avec le père à aller la voir en visite médiatisée, même après la naissance de ma deuxième. c'est le même Mais papa. je crois qu'elle avait... Tu précises bien que c'est le même papa pour les deux filles. Oui, oui, le même papa. D'accord. Hein, pour qu'il y ait pas, que les gens comprennent bien, en fait. Elle avait... Oui, oui, j'étais toujours avec lui malgré tout, malgré qu'il y avait toute cette situation et que souvent ça engendrait encore des disputes et des conflits entre nous. On essayait malgré tout de tenir notre amour entre nous, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il était fort, il était vrai, notre amour. Et donc, ma fille, elle avait 2, 3 mois, je crois, à peu près. Elle était toute petite, quoi. Elle avait vraiment quelques mois. Et ma première fille avait approché des 2 ans. En fait, la dernière fois que je l'ai vue, parce qu'exactement, je sais plus c'est quand que j'ai arrêté les visites, mais la dernière fois que je l'ai vue, parce que je l'ai regardée de loin à travers la porte vitrée, je n'avais plus la force d'aller avec elle pendant les visites. Là, c'était quand ça se faisait sur le lieu mère-enfant où j'étais accueillie avec ma deuxième. Ce même lieu qui acceptait de m'accueillir avec ma première, j'y étais rentrée pour ma grossesse de ma deuxième fille. Donc, j'étais dans le studio et quand je parle de porte vitrée, en fait, on avait eu un moment l'accord d'avoir les visites donc dans ce lieu avec bien sûr une personne de l'ASE qui était présente et les éducateurs qui me suivaient à moi et ma deuxième fille parce que j'habitais dans ce lieu mère-enfant. Donc j'étais dans le studio, moi je regardais à travers la porte vitrée. Leur père, lui, il était avec ma première fille, donc il faisait son anniversaire avec elle. Donc j'avais offert un cadeau que j'avais donné au père pour qu'il le donne à notre fille. Et moi je la regardais à travers la porte vitrée. C'est la dernière fois que je l'ai vue, elle fêtait ses 2 ans. J'avais décidé déjà un peu avant de plus être présente aux visites. Mais la dernière fois que je l'ai vue, c'était ce jour-là. Et après, donc, j'ai arrêté de la voir. Son père, lui, a continué à se battre parce que je pense qu'intérieurement, il s'est dit, si moi, je continue pas, que leur mère, elle lâche et que moi, je continue pas, qu'est-ce qui va arriver, quoi. Donc, il a Ouais, essayé de continuer à se battre, lui. Il a continué à la voir pendant un an. D'ailleurs, je me souviens, je comprenais pas. Au jour d'aujourd'hui, je comprends, mais à l'époque, je comprenais pas. Ça me faisait du mal parce qu'en fait, moi, je souffrais, j'arrivais plus à aller la voir. Et lui, il me laissait moi et notre deuxième fille pour aller voir notre première, que moi-même, je ne pouvais plus supporter d'entendre parler de cette situation. Ça me faisait trop souffrir. Rien ouais, bah contre mon bébé, rien contre le père. Mais moi, ça me faisait souffrir. Donc, j'arrivais pas à comprendre à cette époque pourquoi lui, il continuait. Mais il a très bien fait. Et au contraire, aujourd'hui, je comprends. C'est juste qu'à l'époque, j'étais tellement dans la souffrance que je comprenais pas. Et oui. donc, il a continué pendant un an. Et il a fini par lâcher lui aussi. Il pouvait plus supporter cette souffrance, cette emprise qu'ils avaient sur lui. C'était néfaste, c'était mauvais, c'était critiqueur, ils sont horribles. Ils sont toujours en train de nous critiquer, de nous juger, toujours en train de dire qu'on fait des choses mal quand on essaie de faire bien. Et même quand on fait bien, ils trouvent le moyen de dire que c'est mal. Donc lui aussi, il finissait par ne plus en pouvoir. Il a fini par arrêter de la voir. Et donc, on est restés que tous les deux proches de notre deuxième. On essayait de se raccrocher à cet amour qu'on avait pour notre deuxième fille. Ensuite, je suis sortie aux 2 ans de ma deuxième fille. Je suis sortie de ce lieu mère-enfant. J'ai eu un appartement par le biais donc du suivi des éducateurs qui me suivaient dans ce lieu mère-enfant. Par le biais de leur aide, j'ai eu donc un appartement. On était toujours sur Marseille. Dans cet appartement, le père pouvait habiter avec moi, avec l'accord des éducateurs du foyer mère-enfant et tout. Il continuait à nous suivre. On avait aussi un psychologue qui nous suivait. Et à l'approche des 2 ans de ma deuxième fille, trop, c'était trop. Il n'en pouvait plus. Il n'arrivait plus à assumer, en fait. Donc, il a préféré me quitter et abandonner notre fille, notre deuxième. D'accord, d'accord. En fait, il a fini par tout abandonner parce que ça l'a détruit lui aussi. Ouais, mais je comprends.
ça peut presque se comprendre. Même si Voilà. c'est pas, même si c'est pas toujours acceptable, mais ça peut se comprendre. Voilà. Moi, je comprends et je trouve qu'il a quand même eu beaucoup plus de courage que d'autres pères lâches. Je l'ai vraiment senti lâche hein, à cette époque. Mais aujourd'hui, je le sens toujours lâche, mais je trouve qu'il a été lâche, mais au moins il a eu le courage de le reconnaître et de partir. Parce qu'il y en a qui sont lâches, mais qui continuent à rester là et à détruire la famille. Ouais. Donc là, Alors donc que lui, il a préféré partir pour pas qu'on soit plus détruit, parce qu'il n'arrivait plus de toute façon. donc là, quand il est parti, tes deux filles, elles avaient quel âge alors du coup? Elles avaient la première, elle Alors, avait ma deuxième avait 2 ans. Elle venait de d'accord, faire ses 2 ans. Et et l'autre notre avait première, on ne voyait plus depuis à peu près un an, je crois, je sais plus exactement, mais ça faisait déjà un petit moment qu'on la voyait plus. Elle approchait des 3 ans. d'accord. Non, mais la souffrance, voilà, donc je Ben, il en comprends. Hein. pouvait plus, donc il a abandonné, il a décidé de partir. Moi, j'ai continué seule. Bien sûr, ben, comme toute femme amoureuse, j'ai tenté d'essayer de le faire revenir, de lui dire de rester présent quand même pour notre enfant, même si notre couple n'était plus. Euh, il a refusé. Il a refusé les contacts et petit à petit, ben, on s'est éloigné, le contact s'est rompu. Voilà, c'était la Et j'ai fin. Quoi. continué seule. J'ai continué seule jusqu'au jour où ma fille avait 2 ans et demi. Et là encore, eh ben, non, non, attendez, je m'embrouille. Je m'embrouille parce que ça fait tellement des années et j'ai eu tellement subi des choses aussi entre-temps de toutes ces années. Je crois que c'est ça, oui, ma fille avait 2 ans et demi. Elle avait 2 ans et demi quand d'un coup, ça me retombe dessus, la MO et tout le tralala. Alors que pourtant, j'avais plus de lien puisque ma première, ben, j'avais décidé d'arrêter de la voir en leur expliquant que c'était beaucoup trop de souffrance pour moi, que j'arrivais pas à surmonter en fait la douleur que ça me faisait d'aller en visite médiatisée et d'être concentrée en même temps sur ma deuxième qui venait de naître. Et je ressentais que mon émotionnel déteignait sur elle. Donc je voulais Ouais, pas qu'elle le ressente plus et que ça l'empêche que ça la fasse souffrir et que parce que ça a beau être un nourrisson, c'est une éponge, ça ressent sa mère. d'accord. Et je voulais pas du coup que ça la touche à elle. Et c'est pour ça que j'avais décidé d'arrêter de voir ma première pendant une longue période. Et je leur avais expliqué mes raisons. Ils ont fait style de comprendre, mais en fait, non. Et donc, ben, la MO me retombe dessus aux 2 ans et demi de ma deuxième fille. Alors que pourtant, comme je vous dis, j'avais plus de lien avec eux puisque j'avais décidé d'arrêter pour une longue période de voir ma première. Et je suis convoquée à nouveau devant une juge. Et elle me dit qu'elle n'était pas au courant que j'avais une deuxième enfant. Euh, Au jour d'aujourd'hui, je comprends. Hein. À l'époque, je comprenais pas, mais au jour d'aujourd'hui, je peux dire, ils se foutent de moi. Ils Ouais, sont tout à fait au courant, puisque quand elle est née, je continuais les visites avec ma première. ouais, mais c'est. Mais en gros, elle m'a joué le rôle de celle qui savait pas. Et moi, je croyais qu'elle savait pas à l'époque. Je comprenais pas encore tout ça. Hein. Ce système, il y a pas très longtemps que je commence à le Oui, bah comprendre oui, dans ma tête. bah oui, bah oui. Parce qu'en fait, ils font tout pour qu'on soit inconscient de ce qui nous arrive. Ouais, bien sûr, je sais bien. Et donc, je lui dis, ben oui, j'ai eu un autre enfant. Elle me pose question, je réponds à ses questions. Et là, elle me dit, bon, ben, il va y avoir une enquête. Ah, carrément. Allez, ça me tombe encore dessus. Bon, encore bien gentille et conciliante comme je suis, je veux pas me braquer pour pas qu'ils pensent que je suis une mauvaise mère. Donc, je dis d'accord. Alors qu'on sait très bien qu'on nous dise d'accord ou pas d'accord, dans tous les cas, ils nous l'imposent. Bref, donc, je me laisse encore suivre par une mesure qui s'appelle UEMO, je crois, ou je sais plus comment ça s'appelle ces machins-là. Désolée, je me frotte beaucoup les yeux parce qu'en fait, je suis épuisée, j'ai un mal de crâne, je suis dans un état lamentable. D'ailleurs, je pense que ça se voit sur mon physique. Bah oui. Euh, On voit que tu es en souffrance, en fait. donc, en fait, ce service, c'est le service avant d'avoir, enfin, le service qui doit déterminer si il y a besoin d'un suivi AMO ou non. Et je crois que ça s'appelait UEMO. D'accord. Bon, Et mais il y a donc, peut-être. ils me suivent, ils me font des rendez-vous au bureau.
et à domicile. Donc, ben, comme à l'époque avec le père, quand on ouvrait notre porte de notre studio pour notre première, ben, pareil, même seul, j'ouvrais la porte de mon appartement, je les laissais rentrer, je les laissais parler seul à seul avec ma fille, aller regarder sa chambre, lui poser des questions. Je m'opposais à rien. Je pensais encore avoir de l'aide, peut-être Ouais. du soutien, ou simplement qu'on me lâche la grappe en voyant que je n'ai rien à cacher puisque j'ouvre ma porte et que je vous laisse tout voir. Eh ben non, on a fini par me coller une AMO. Encore et toujours. Bah oui, voilà. Alors, on me met la MO. Bon, ok, je supporte la MO. On me colle une TISF. Ok, je supporte la TISF. Ça se passe mal, ça se passe mal avec celle-là parce que franchement, on dirait qu'elle me prenait genre pour une pustule. Elle venait avec un tablier blanc d'infirmière et des gants. Je suis pas contaminée, hein. D'accord. Non, mais voilà. Voilà. J'ai pas compris pourquoi elle venait toujours vêtie comme ça, en fait, la TISF. Donc, j'ai fait savoir que ça passait pas avec elle. Elle est venue 2, 3 fois. En plus, elle avait des manières trop secs aussi avec ma fille. Ça me plaisait pas du tout. Hmm. Donc, on me change de TISF. Et là, je suis tombée sur une femme superbe, extraordinaire, une mama. C'est Hmm. une TISF qui n'était pas une TISF, en fait. Elle est Hmm. tellement devenue la tata de ma fille. Et comme une tata pour moi. Tellement que moi et ma fille, on l'appelait Tata Ayette. Ouais, c'est bien. Donc, Ça peut cette arriver. TISF, elle est restée au moins, je crois, peut-être 1 an et demi. Elle a Hmm. vu un peu grandir ma fille. Elle a participé à la propreté de ma fille. Je me rappelle quand on chantait la chanson et on dansait autour du pot quand ma fille avait réussi à faire pipi dans le pot. C'est des bons Mhm. souvenirs que j'ai avec elle. Elle m'accompagnait aussi pour faire monter ma fille à poney. C'est une activité qui lui plaisait beaucoup, encore au D'accord. jour d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc cette TISF était bien. J'étais contente, heureuse d'être tombée sur une personne bien. C'est très rare. Ouais, oui. Non, mais je sais, ça arrive. Heureusement, heureusement. Malheureusement, elle n'est pas restée longtemps parce qu'après, en fait, j'ai déménagé. Je suis partie dans une autre ville, à Miramas. Et donc, ça, ça, il faut le savoir aussi. C'est qu'on a beau déménager, changer de région, ces trucs-là, là, ces services, ça nous suit à la trace. Mais je sais, Parce que je sais. même en partant à Miramas, ils ont trouvé le moyen de me mettre toujours la MO là-bas. Ouais. Ça Ouais. lâche pas. Quand ça vous agrippe, c'est pire qu'une sangsue. Ça vous Ouais. lâche pas, ça vous suit à la trace comme un GPS, pire qu'un GPS. Oui, je sais. C'est le but, hein, de toute façon. Voilà. Mais Donc, j'en reste toujours sur Marseille. Donc, on était toujours à Marseille avec cette TISF qui était super, qui est carrément devenue donc une tata pour ma fille, une tata de cœur. En fait, on a eu beaucoup, on s'est lié beaucoup d'affection avec elle et elle aussi avec nous. Donc, le quotidien suit son cours. Et à l'approche des 4 ans de ma première fille, j'ai le psychologue du lieu mère-enfant où j'étais accueillie et grâce à qui, par le biais de leur donc, accompagnement, j'ai eu le logement dans lequel j'étais, qui m'appelle et qui me dit, il faut qu'on se voie. Donc, je lui dis, OK, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là, il me dit, ben, c'est des choses importantes, il faut qu'on se voie en face à face pour que je t'en parle. Alors, on fixe un rendez-vous, je vais le voir. Et là, il m'annonce encore, déjà que je me suis pris une AMO sur le dos pour ma deuxième fille, je me prends encore sur la tête la souffrance du passé qui me rattrape, en fait. Je me prends en fait en pleine gueule qu'en gros, il a reçu un document, parce que si c'était pas lui qui venait me l'annoncer, en gros, on le faisait derrière moi. Mais il m'annonce que le document qu'il a reçu décidait de mettre ma première fille en adoption sous prétexte que soi-disant un délaissement parental. Ils étaient en train de dire que j'abandonnais ma fille. Alors que c'est faux. Je les ai prévenus que pendant un temps, le temps de faire grandir ma deuxième, qui venait de naître, j'avais besoin d'arrêter. Parce que c'était trop de souffrance pour moi de gérer et les visites médiatisées, sachant toute la souffrance que c'est de vivre ce genre de choses, et me concentrer à ma deuxième qui était nourrisson. Je leur avais bien dit, c'est vrai, j'ai pas précisé le temps, puisque je ne savais pas moi-même. ouais, d'accord. Moi, je savais que ça, dans mon cœur, je savais que ça allait être long, mais je ne savais pas exactement jusqu'à quand. J'avais besoin d'abord de me poser avec ma première, attendre qu'elle grandisse bien et de me sentir plus forte et plus prête.
Oui, d'accord, d'accord, Et en fait, ça m'a rattrapée. J'ai été obligée de me remettre dedans avant même que je sois prête. Parce que d'accord. ce psychologue, donc du lieu qui m'avait accueilli, qui me suivait dans le lieu qui m'avait accueilli, le lieu mère-enfant, m'a annoncé que si je ne faisais rien, elle allait Mais être adoptée. il a bien fait de te Et prévenir quand même, hein. Il a quand même bien fait ah, de te prévenir. heureusement qu'il m'a prévenu, oui, parce que c'est ce que je vous dis. Si c'était pas lui, on le faisait derrière mon dos et derrière le dos du père, en gros. Bien sûr. Donc, c'était donc une chose importante, très importante. Donc, il D'accord? voulait la faire reconnaître comme abandonnée par ses parents. Ouais, Non, ses parents, elle en a deux. On l'a enlevée à ses parents. On ne l'a jamais abandonnée. On nous l'a enlevée. ouais, c'est pas pareil. Et donc, il me propose le soutien, l'aide et l'accompagnement pour reprendre les démarches. Et bien sûr, j'accepte puisque je suis seule. Ben, je suis mère isolée, comme ils aiment bien le dire, pour nous Oui, attaquer. J'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, j'ai que eux. Donc, j'accepte qu'ils m'accompagnent pour me soutenir dans ces démarches. Donc, d'accord. j'ai fait toutes ces démarches. Audience sur audience sur audience. Je me rappelle, je racontais à ma première fille qui avait 2 ans et demi, 3 ans et ainsi de suite. Je lui disais, maman, elle doit aller s'occuper de ta grande sœur. Donc, c'est un tel qui va te garder. Donc, c'était souvent les éducateurs de ce lieu qui m'aidaient pour garder ma fille pendant que j'allais aux audiences. Et elle me dit, mais maman, elle est où, petite sœur? Elle est où, grande sœur? Toujours, tu me parles de grande sœur, mais je la vois pas. Et elle avait 3 ans hein, à l'époque, 3 ans, 3 ans et demi. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'une maman peut dire à sa petite quand elle parle toujours de sa grande sœur, mais qu'elle n'a jamais connue parce qu'elle ne peut pas s'en rappeler, elle était bébé. Et je lui dis, donc je lui montre des photos, je lui dis, euh, elle est avec une autre famille qui l'a enlevée à maman et papa quand elle était bébé. Et maman et papa, on essaie de se battre pour la récupérer. Je lui montre des photos, je lui dis, regarde, c'est elle ta sœur. Je lui montre des photos de son papa. Tu vois, sur la photo, la maman et papa, ils étaient amoureux. Vous étiez toutes les deux avec nous quand on allait voir ta sœur. Elle me dit, mais tu allais la voir où? Elle me pose des questions, quoi. Et je lui disais, ben, on allait la voir dans un bureau. Et moi, j'étais avec toi et papa. Et je lui ai dit oui. Et après, elle me dit, mais alors pourquoi pas grande sœur? Vous voyez, des questions comme ça, des discussions Ouais, comme ça que ouais. je devais avoir avec ma petite. Bah oui, bah oui, bah oui. Et elle a grandi avec maman revient, elle va s'occuper de ta sœur au tribunal. Ouais, Elle a grandi avec ça. Et encore aujourd'hui, elle grandit avec ça. Et elle a la douleur de ne pas connaître sa sœur, de ne pas avoir sa sœur. ouais, oui, je me Et doute. donc, d'année en année, les audiences se font jusqu'au beau jour où je retrouve son père, donc le père de mes deux filles, à une audience. Je le retrouve au tribunal. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait là. Ça me met hors de moi parce que pour moi, il nous a abandonnés. Donc ça, c'était mon ressenti de l'époque. Hmm. Et ensuite, j'ai été rassurée parce que j'étais plus seule. Il était revenu pour m'aider, pour qu'on se batte ensemble pour notre fille. Et donc, il arrive à l'audience. Déjà, il était au courant de rien. Il a pris tout sur la gueule comme moi. Je ne sais plus comment il a appris, mais il a appris. Et il arrive à l'audience et il dit au juge, ben moi je ne savais pas, j'ai pas le dossier, je comprends rien. Je demande à ce qu'on me laisse le temps de prendre connaissance donc, de tout ça avant de revenir à une audience. Et la juge accorde. Enfin là où le juge, il y avait plein de juges. C'est Ouais, tellement mélangé dans ma tête, si vous saviez. En plus, ça me remue de parler de tout ça. bah oui. Et donc, l'audience reportée, sachant qu'avant que le père revienne, il y a eu beaucoup de reports pour moi-même. Des reports pour X raisons. Je ne sais plus lesquelles. J'ai mal au crâne rien que d'en parler. Et le père a pris connaissance, une nouvelle audience arrive, bien sûr, sachant que les audiences, ça prend toujours 3 mois, 4 mois, 6 mois à revenir, même si le père, il lui fallait pas forcément tout ce temps pour voir les choses. Mais donc, on attend 3 mois après, et on arrive à l'audience et moi et le père, ben, on défend que c'est faux, qu'on n'a pas abandonné, qu'on était juste en souffrance, qu'on a eu besoin de faire une pause, que, que la preuve, ben, j'ai toujours notre deuxième fille et je m'en occupe. Mon avocat qui me défend, lui, je crois qu'il n'avait pas d'avocat, je ne sais plus. Et encore des audiences parce que ça a été reporté pour des X raisons, je ne sais plus, c'est flou, c'est flou. Tout ce que je sais, c'est qu'on a vécu l'enfer et je vis encore l'enfer aujourd'hui.
Et au Alors, final, d'audience en audience, on se prend dans la face qu'on est déchu des droits parentaux. voilà, ça c'est le système pour les. Bon, pour le, alors, Elle approchait des 7 ans et donc elle a été déclarée, guillemets, entre guillemets, soi-disant abandonnée et donc mise à l'adoption. ça a Et été, sachant on ne pouvait toujours pas la voir dans tout ça, hein, même si on a essayé même si moi j'ai essayé de reprendre les démarches, je suis retournée à la MDS, j'ai revu des psychologues soi-disant là pour préparer les retrouvailles avec ma fille, ce qui bien sûr n'a pas été fait, puisqu'en fait c'était juste, je crois, de la persécution psychologique, juste pour dire, ben, vous voyez, elle n'est pas en état, elle ne peut pas encore voir sa fille. C'est au jour d'aujourd'hui que je commence à comprendre tout ce vice. À l'époque, ouais, je ne comprenais pas pourquoi j'étais présente au rendez-vous, j'honorais chaque rendez-vous qu'on m'ordonnait, parce que c'est même pas une proposition, c'est un ordre. ouais, Et on repoussait toujours le moment de la revoir, alors que j'étais là et je me montrais prête quand même à reprendre contact avec elle. Et donc, elle approchait des 7 ans et aux audiences, cours d'appel, etc., déchue des droits parentaux, et moi et le père. Elle allait avoir 7 ans, elle, et ma deuxième, elle, qui avait 6 ans, puisqu'elles ont 1 an d'écart. d'accord. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Alors écoute, ce qu'on pourrait faire, parce que là, ça fait une émission qui va bientôt avoir 1 heure de durée. Ce que je te C'est pour propose, ça, mon histoire, elle est tellement compliquée qu'il faut bien plus d'1 heure. alors justement, comme je veux que les gens puissent écouter déjà la première partie de ton histoire, ce que je vais te proposer, c'est de faire un deuxième épisode et de faire un nouvel enregistrement avec la deuxième partie de ta vie, si tu es d'accord. Ça évite d'avoir ce qu'on appelle des émissions qui sont trop longues, si tu es d'accord. D'accord. Ouais, c'est peut-être une meilleure idée. Voilà, donc ça veut dire quoi? Là, on considère que c'est l'épisode 1 de ta vie, d'accord? On a parlé des 2 premiers enfants. Eh ben, on fera un épisode suivant, peut-être dans les jours à venir, hein, c'est pas gênant. Donc, ça peut être dans 2 jours, si tu as envie, si tu es d'accord, le temps que tu reposes ton esprit. Ça te Mm. permettra, ça te permettra de voir déjà ce que tu as dit dans la première partie, comment tu l'as exposé, et tu vas voir que ce que tu dis, ça correspond à une réalité du terrain qu'on voit tous les jours pour le monde de l'enfance. Mais comme là, tu finalises sur ce qu'on appelle un acte on va dire, de la déchéance du droit parental, eh ben, je préférerais qu'on garde la suite de ta mésaventure, de ta galère, dans une seconde émission. J'appellerais ça plutôt un enfer. Mais ouais. Une galère en fer. En tout cas, voilà. Moi, je trouve déjà que Mm. cette première partie de témoignage que tu fais, Magali, il est très important. Il démontre la perversité des systèmes. D'accord? Ah, mais Donc, c'est que le début, parce que la deuxième partie est bien pire. C'est eh ben, encore un gros paquet, la deuxième partie. écoute, quand est-ce que tu veux qu'on fasse la deuxième partie? Est-ce que tu veux qu'on la fasse dans la foulée, dans la semaine? Là, Je sais pas trop, parce que en fait, le 1er juin, donc jeudi, j'ai un rendez-vous avec la mégère qui a participé à me faire arracher mon bébé, donc mon 4e enfant. J'ai un rendez-vous avec elle et je sais pas comment je vais ressortir, dans quel état je vais ressortir de ce rendez-vous. Donc je sais pas, je sais bon, pas. alors, on fait, là, on met la fin au premier épisode. On va en rester là pour la première partie de ta vie. Quand tu Ouais. sens que tu es décidé à faire la deuxième partie pour raconter la suite de cette galère, de ce plus que galère, hein, d'accord, c'est ce calvaire, parce que c'est un calvaire que Le tu vis, calvaire, oui. eh ben, tu m'envoies un email ou tu me téléphones et tu me dis, bon, je suis prête et on fait la deuxième partie. Voilà, Ça va, d'accord. c'est aussi simple que ça. Mais je pense que cette première partie que tu as faite, la première partie de ton témoignage, à lui tout seul déjà, il raconte toute une histoire qui est très Ouais. importante. D'accord? Ok? Excusez-moi, je vous coupe, ça me revient ce que je voulais dire. Hmm. Après avoir été déchu des droits parentaux, mon avocat était prêt.
à, à venir avec moi et me défendre jusqu'en cour de cassation. D'accord. Parce que le père, je crois que lui, de son côté, il a laissé tomber parce qu'il a été encore une nouvelle fois trop anéanti. Mais moi, avec mon avocat, on avait envoyé, je sais pas, je crois qu'on appelle ça une requête pour que Ouais, ça passe en cour de cassation. Et ouais, finalement, ça n'a pas pu se faire parce que bien sûr, ils ont encore profité du fait que je sois démunie et isolée et que je n'ai pas de famille et pas de soutien autour de moi pour que je puisse pas me défendre parce que à l'époque, au moment où l'avocat me demandait de fournir des documents pour donc faire la demande en cour de cassation, j'étais en fuite de mon logement. Donc à cette époque, ben, j'étais à Miramas parce que j'étais harcelée par des voisins. Et étant en fuite, forcément, j'avais pas les papiers qui demandaient sur moi. Et d'accord, pas la possibilité non plus de retourner à mon logement puisque je fuyais des violences de voisinage. d'accord, d'accord. Bon, c'est J'étais horrible. sur Toulon et du coup, la cassation, j'ai pas pu la faire. Donc j'ai été forcée, entre guillemets, d'abandonner ma fille, ma C'est première. c'est une Alors que grande. c'est faux parce que moi et son père, on ne l'a jamais abandonné. On nous l'a arraché et je n'ai Ouais, pas accouché sous X. Un abandon, c'est une femme, une mère qui accouche sous X. ouais, Je c'est n'ai ça. pas Mais accouché sous X et ma fille n'est pas née sans père. Elle avait le nom de son père et mon nom. d'accord. Donc, ce qui prouve qu'il y a de la manipulation, et là, ça sera le témoignage qui prouve, ton témoignage qui prouve que tu as vécu une manipulation horrible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire, Magali. Oui. Et ça Pour- continue aujourd'hui. Je raconterai la suite sur la deuxième vidéo. D'accord. Donc, moi, en tout cas, je te remercie pour cette première partie de témoignage. D'accord. Ça sera Magali 1. D'accord. Il y aura un Magali 2. Et D'accord. quand tu te sens prête, d'accord, bah, tu me le dis. Pour l'instant, là, on arrive à 1 heure d'émission. Ton, Ça va. ta première partie est très importante. Je pense que les gens, quand ils t'auront écouté, ils auront vite envie d'apprendre la suite de ta galère, de ton calvaire. D'accord? Oui. Surtout Voilà, que mon calvaire et l'enfer qu'on me fait subir depuis 12 ans et demi se voit à mon physique. justement. Donc, Parce que je parle, je raconte mon histoire, mais on a juste à me regarder pour l'imaginer. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens dans mon être et quand je me regarde dans un miroir. Je me reconnais plus, en tout je cas, suis morte de l'intérieur, je suis un zombie. voilà. En tout cas, on voit la tristesse dans ton profil et dans ton visage. On la voit, elle est flagrante. En tout cas, moi, pour ce que j'ai à te faire, j'ai à te remercier de ce témoignage-là. Et si tu le permets, en tant qu'animateur, je me permets de t'envoyer un petit bisou, histoire de te remonter le moral. C'est D'accord? gentil. Hein? On se dit à très bientôt, Magali. J'envoie le générique de fin D'accord. et on se dit à Au très très revoir. bientôt. À D'accord? bientôt. À très bientôt. Et continue d'avoir de la force. OK? D'accord? Ouais, j'essaye. Allez, à bientôt, Au Magali. revoir. Merci.